Bienvenue sur cette masterclass Claude Code. Au travers de ce cours, nous allons voir en plusieurs chapitres comment vous pouvez utiliser Claude pour votre usage personnel mais aussi professionnel. Que vous soyez débutant, que vous n'ayez jamais utilisé Claude ou alors que vous soyez un expert, cette vidéo vous permettra d'apprendre tous les concepts qui tournent autour de Claude Code et de découvrir d'autres outils que vous ne connaissiez pas. Ce cours est divisé en 10 étapes dans lesquelles nous aborderons toutes les fonctionnalités de Claude Code, comme par exemple le système de prompt, le système de skills, les connecteurs MCP, en passant par les systèmes multi-agents ou encore les nouveautés proposées par Anthropic. Ce cours vous permettra de comprendre en profondeur comment utiliser Claude Code et comment améliorer à ce jour votre utilisation que vous en faites. À la fin de ce cours, je présenterai deux outils qui m'ont permis d'utiliser Claude Code d'une manière plus intelligente et plus optimisée afin de pouvoir profiter pleinement de mon abonnement. Les différentes thématiques qui seront abordées pendant ce cours seront toutes disponibles sur mon espace Builder Space, un forum où je rassemble l'entièreté de tous mes guides et mes cours. Pour cette première partie du cours, nous allons voir étudier le Claude.md et le système de prompt. Donc, comprendre aujourd'hui l'utilité d'un Claude.md, d'un tel fichier, que ça rapporte à Claude, ce qu'on y gagne, et pourquoi on utiliserait ce type de fichier pour améliorer nos prompts. Donc, déjà, comment fonctionne Claude? Comment fonctionne Claude pour Claude Code, par exemple? Donc, ici, on a notre mascotte Claude. Disons que nous créons une nouvelle session de code, par exemple, ou une nouvelle session sur ordinateur. Donc, chaque fois que je crée une session sur ordinateur, Claude va réfléchir dans cette session. Donc, il va utiliser les fichiers présents dans le répertoire. Il connaît le but qu'on lui a donné. Par exemple, si moi je lui dis aujourd'hui, je veux une interface pour analyser les commandes, par exemple. Je dis un truc au hasard. Donc, Claude connaît notre contexte. Il sait que nous voulons réaliser une interface pour analyser des commandes, mais il n'a aucune information. Il ne sait pas de quel type de commande on parle. Il ne sait pas comment faire son interface. Il a juste reçu ce prompt très global sur lequel il n'a aucune info. Donc, Claude, qu'est-ce qu'il va faire? Il va étudier tout d'abord qu'est-ce qui se passe dans le repo où il est. Donc, Claude, il va analyser le repo où il est. Donc, il va analyser tous les fichiers présents. Est-ce qu'il y a des fichiers, des dossiers de code, par exemple? Est-ce qu'il pourrait pas comprendre qu'il y a d'autres instructions dans ce repo, dans ce dossier? Claude, il va analyser tout ça et ça va lui coûter des tokens. Les tokens, qu'est-ce que c'est? Ça va être des morceaux de mots, par exemple. Donc là, pour ma phrase, je veux une interface pour analyser mes commandes. Elle est composée de tokens. Donc un token, c'est pas vraiment un mot, c'est plus, on va dire, une syllabe. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc par exemple, un token, dans ce cas, ça pourrait être ça. Ça pourrait être, ici on aurait un token, ici on aurait un token, ici un deuxième, par exemple. Tac. Ici un troisième, ici un quatrième, ainsi de suite. Tac, tac, tac. Donc on peut le diviser comme ça. Exact, même si c'est pas exactement comme ça en vrai. Mais dans ce cas-là, on peut le faire. D'ailleurs, il y a un site, donc on peut faire token. Il y a un site qui nous permet de savoir à peu près combien de tokens est composé une phrase. Tac, calculate. Donc il y en a 11 à peu près. Ok. Donc Claude, une fois qu'il est dans ce repo de travail, il sait qu'il doit analyser tous les fichiers et tous les dossiers dans notre repo pour comprendre qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que signifie cette phrase qu'on lui a donnée. Qu'est-ce que signifie je veux une interface pour analyser mes commandes. Donc là, on peut le mettre 11, c'était 11 stock. Ok. Donc là, par exemple, on va dire, imaginez, il y a, je sais pas, 10 dossiers et on a 100 fichiers dans les dossiers. Donc à la fin, on arrivera à un résultat comme, je sais pas, 50 000 tokens, par exemple. 53 000 tokens juste pour comprendre où il est, globalement. Où il est.
Puis après avoir posé cette question, il va revenir vers nous et il va sûrement nous dire j'ai analysé, et ça, si encore on a quelque chose, ouais, j'ai analysé. Est-ce que ton interface, tu veux qu'elle soit web? Est-ce que tu veux qu'elle soit. Est-ce que tu veux une app? Etc. Enfin, plein de questions en fait d'utilité en fait pour comprendre vraiment ce que l'utilisateur veut en sortir. Donc Claude, il se pose toutes ces questions. Il arrive ici, ok, est-ce que tu veux une app web, une web app? Donc après, nous, l'utilisateur, on va lui répondre, on va lui dire, bah, moi, je préfère une app web, par exemple. Donc Claude, il continue son chemin à partir de là. Donc il arrive ici, il dit, ok, maintenant ton app, tu la veux en quoi? Tu la veux en React, tu la veux en Python. Donc il va nous reproposer un choix. Sauf qu'entre-temps, on utilise encore plus de tokens. React, Python, on va lui dire, tac. Donc nous, on va lui dire, bah, par exemple, je veux du React, etc. Donc voilà. Tout ça, bref, pour arriver à la fin avec une phrase en fait qui va être juste mieux prononcée. Donc je veux une interface web en React pour analyser mes commandes reçues par mail, finalement. Et là, on aurait toutes les informations dont Claude a besoin. Mais ça, en fait, on aurait pu l'éviter. Cette situation, on aurait pu l'éviter. Parce que cette situation, en fait, on va la rencontrer à chaque fois qu'on crée une nouvelle fenêtre. Je reviens en arrière. Imaginons, là, on arrive ici, et moi, je ferme ma fenêtre. Je ferme Claude Code, par exemple. Et bien, en fait, on recommence. Une fois que j'ai fermé ma fenêtre Claude Code, donc ça veut dire que j'ai effacé toutes les étapes d'en dessous, et je repars à zéro. C'est-à-dire que je réouvre Claude, il va devoir recomprendre tout ce qui s'est passé dans ce dossier, tout ce qu'il y a eu dans ces fichiers, etc. pour revenir à l'étape où on était. Et ça, nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc maintenant, comment on peut éviter ce genre de situation? Eh bien, grâce au contexte, donc au Claude.md, qui serait une amélioration du contexte, finalement. Donc le Claude.md, hop là, je me déplace. Il nous permet de faire quoi? Le Claude.md, ben, ça va être le cerveau, ça va être notre mémoire, la mémoire de notre Claude, en fait, finalement. Le Claude.md, c'est la mémoire. C'est juste un fichier, Markdown, du coup, en texte, où Claude sait qu'il doit regarder. C'est-à-dire que Claude, il sait que dès qu'on ouvre une session, il doit regarder dans ce fichier. Et ce fichier, en fait, il va condenser toutes les informations précédentes. Par exemple, dans ce fichier, on pourrait mettre dans le dossier serveur, par exemple, je sais pas, dans le dossier serveur, voilà, j'ai tout ce qui a trait à mon back-end, par exemple. Donc j'ai tout le code qui a trait au back-end. Dans le dossier client, par exemple, tout le code du front-end, etc. Donc plein d'informations pour mieux lui expliquer aujourd'hui comment comprendre le projet dans lequel il travaille. Maintenant, ce Claude.md, il peut être global ou il peut être local. Donc global, en gros, ça veut dire que chaque fois que peu importe la session qu'on créerait, Claude, il aurait une mémoire globale liée à une situation. Donc par exemple, si je sors un exemple, on pourra avoir cette situation par exemple. On pourrait se dire, dans notre fichier global, on pourrait dire que je suis dev web, j'ai l'habitude de faire du React, etc. Donc ça veut dire en gros que là, Claude a accès de base. Il va commencer sa session, toutes les sessions, il va les commencer en sachant que je suis dev web et j'ai l'habitude de faire du React, etc. Donc dans ce fichier CloudMD global, on pourrait mettre toutes les informations qui, je sais, seront utiles pour chacune des sessions, qui ne changeraient pas en fonction du projet. Et j'ai pas envie qu'il me pose la question à chaque fois. En fait, ça permet de donner à Claude plus de contexte du chapeau qu'il doit mettre. Par exemple, on se doute que pour un dev web, ça ne sera pas les mêmes obligations que pour juste un dev qui va faire des applications iOS, par exemple. Donc, on n'a pas envie d'avoir à le redire toute la stack ou quoi, ou toutes les informations à chaque fois. Et après, il y a aussi un Claude local, un Claude MD local qui peut être fait. C'est-à-dire qu'en gros, pour chaque projet, chaque projet, vraiment, pas chaque session, on pourrait dire ce projet est une interface pour traiter
commande par mail. Donc déjà, dans ce dossier, dans ce fichier Claude MD, à chaque session qu'on ouvrirait dans le projet, Claude saurait que ce projet est destiné pour faire une interface pour traiter des commandes par mail. Donc il aurait cette information et on pourrait en mettre en fait plein d'informations supplémentaires. Donc moi j'ai mis quelques exemples. Je suis allé chercher quelques exemples de Claude.md. Par exemple, là on a Hugo Claude MD. Donc ce projet est, on est sur un projet Claude local. Ce projet correspond au bloc personnel d'Hugo, suit la convention standard de post en content post. Et là on voit que Hugo met tout ce qui est structure du projet, style, les règles de style, donc utilise du markdown, etc. Met un dièse, deux dièses, etc. Le déploiement, enfin les informations de base qu'on a envie que Claude sache et qu'il va refaire à chaque fois. Après, on pourrait faire pareil pour le code, en fait, aussi. Package management, on pourrait dire tu utilises seulement ce package, tu peux utiliser seulement cette commande et pas l'autre. Donc tu vas installer mes packages avec ça. La qualité du code, enfin vraiment plein de choses, des conventions de test qu'on a envie que Claude refasse à chaque fois qu'il crée un projet ou qui fait des modifications sur le projet. Maintenant là j'ai fait l'exemple pour le code, mais en fait ça c'est aussi adaptable pour n'importe quelle personne, on va dire, ou entreprise qui va utiliser Claude. Donc par exemple on aurait l'entreprise, on veut que Claude connaisse le contexte global de l'entreprise, par exemple. On pourrait se dire que là, on ferait un Claude.md global sur le contexte. Donc, on pourrait se dire PME de 30 personnes. Ils font des activités de formation sur la sécurité, par exemple, incendie ou n'importe quoi. Voilà, et on pourrait aussi mettre tout ce qui est leurs clients. Ils ont des clients français, etc. Donc le contexte global en fait de l'entreprise pour que Claude fasse des réponses qui soient adaptées au contexte de l'entreprise. Aussi, du coup, ce qui est intéressant, on pourrait également parler de tout ce qui est collaborateur de l'entreprise. En fait, on pourrait carrément faire sous-global, un Claude sous-global par exemple, donc pas global, mais qui pourrait concerner toutes les personnes de l'outline par exemple, je sais pas. Donc on sait qu'ils ont beaucoup d'appels à gérer, et du coup ils utilisent souvent Claude en fait pour leur script d'appel. Voilà. Claude pour rebondir sur le script d'appel. Et après, on pourrait aussi se dire que c'est aussi important de connaître les clients à qui parle cette hotline, par exemple. Donc, pour chaque, on va dire, service qui interagit avec différents types de clients, on pourrait faire un Claude local, là. Donc, voilà, par rapport aux clients avec qui on est en contact. Donc, si on résume maintenant, on peut faire un Claude global sur le contexte de l'entreprise, un Claude sous-global sur le contexte de toutes les personnes du service et aussi par rapport du coup au contexte par rapport au client. Donc maintenant, pourquoi utiliser ce Claude local pour le contexte? C'est en fait, on veut garder tout ce qui est process d'entreprise. Par exemple, si on a certains process qui sont assez répétitifs et on en a assez de répéter à Claude que on procède d'une certaine façon, etc., etc., et on peut dire dans notre Claude local, qu'il y a tel process qui est en place, qu'il y a telle, on va dire, règles qui sont en place, donc ne fais jamais ça, etc. Comme on a vu ici, n'utilise jamais pipe, utilise seulement UV, par exemple, et tout ce qui est les habitudes qui sont en place, donc même si c'est pas des interdictions quoi, on peut vouloir dire, on a l'habitude de faire tel script, on a l'habitude d'utiliser tels outils, donc garde ça en mémoire. Donc process, par exemple, les règles et une partie qui concerne les habitudes. Donc maintenant, ça c'était pour les entreprises, mais en fait, ça peut être aussi adaptable pour n'importe quel type de personne, même les particuliers. Là, on pourra avoir une personne qui pourrait se dire qu'elle veut avoir un Claude à qui elle s'en sert que pour son travail, donc imaginons freelance, et un Claude pour tout ce qui va être personnel. Donc là, pour le coup, ça va être à cette personne de réaliser un Claude global pour l'aspect pro,
et un Claude global pour l'aspect perso, par exemple. Et en fonction de la situation et du projet, Claude pourrait utiliser soit l'autre. Voilà. On va voir maintenant un exemple. On va maintenant voir du coup un exemple. Pour ça, moi, je vais utiliser VS Code pour tout ce qui va être Claude Code. Donc, j'ai mis l'extension Claude Code en fait sur VS Code directement. Comme ça, on a aussi l'aspect visuel. Et on utilisera aussi le terminal pour voir Claude sur le terminal. Mais bon, on va commencer par Claude Code. Donc, j'ai créé un dossier Claude Code. On va créer notre fichier Claude qui est global. Donc, pas la racine. Là, on ne va pas le mettre à la racine de notre ordinateur, on va le mettre ici. Et après, on va faire des sous-dossiers qui correspondront à des situations différentes. Donc, on va faire 3 dossiers, par exemple, qui seraient un pro, un perso. Voilà. Et nous, on va faire du coup deux. On va s'écrire deux Claude global. Donc, par exemple, dans le pro, on prend d'écrire un. Donc, on va faire appel à notre agent. On va se mettre en mode modification automatique. Et on va prendre le modèle switch modèle, tac. On va se mettre en mode Sonnet 4.6. Donc ça, j'expliquerai après les différences entre tous les modèles. Donc Opus, Haiku, Opus Plan, etc. Donc, je réalise, je veux un Claude.md pour mon pro et mon perso. Ces deux Claude.md seront globaux par rapport au projet en dessous. Voilà. Donc maintenant, nous, on va réaliser notre on va dire, persona, notre profil, perso et pro. Et après, on réalisera des projets par rapport à cela. Donc, Claude m'a généré plusieurs Claude.md avec des exemples pour bien comprendre l'intérêt. Du coup, on a une partie qui sera sur le perso et une partie qui sera sur le pro. On va commencer avec la partie perso. Donc, on a un premier, tac. On a un premier Claude.md qui explique le contexte personnel. Donc, Nathanaël, qui je suis, ingénieur logiciel expérimenté, je code depuis des années, les patterns et pièges classiques, les projets ici sont personnels, apprentissage, exploration fun. Comment travailler avec moi? Aller l'essentiel, me traiter ingénieur et direct sur les trade-offs, pas de sur-ingénierie, réponse courte. Donc, on sait comment, on dit à Claude comment je veux qu'il travaille avec moi, qui je suis, la stack habituelle et ce que j'attends. Donc là, ça c'est un Claude assez global pour les projets perso. Donc maintenant, on a deux exemples de projets, par exemple. Le projet Kanban Board React. Donc là, on explique vraiment, en fait, on parle que du projet. Donc là, on va dire ce que l'objectif qu'on veut, les contraintes techniques, ce que c'est, la priorité, etc. Et pareil pour cet autre projet qui est un bot personnel. Donc règle, la clé API est dans jamais dans le code, pas de bulle de prod, etc. Donc là, on donne toutes les informations et les règles pour Claude. Et maintenant, la partie pro. Donc, on a maintenant un contexte professionnel avec les activités, ce qu'on vend, la posture, comment travailler avec moi sur ces projets, le type de projet récurrent, ce que j'attends de Claude maintenant, et quelques exemples de projets. Donc là, vous avez compris maintenant comment ça se passe. Et chaque fois que je dirai à Claude, par exemple dans le projet client cabinet comptable, eh ben, Claude ira d'abord voir dans le Claude global, et après dans celui-là, pour vraiment avoir une vue d'ensemble, et après une vue un peu plus micro. En fait, du coup, ça nous permet vraiment d'économiser grandement, en fait, en token, en contexte. En fait, on va gagner énormément de temps. Du coup, voilà, la finalité, c'est ça. La finalité, ça va être un gain de temps, parce on n'aura pas à écrire à chaque fois, ce qu'on veut, etc. Tout notre stack, etc. En token, en argent si on passe par la clé API, en qualité aussi. En qualité, parce qu'à chaque fois, sinon, en fait, on va oublier des informations, Claude va passer à côté, etc. Donc ça, c'est vraiment, les Claude.md, c'est vraiment indispensable. C'est un tout petit truc, et pourtant, ça change vraiment tout pour un projet. Ben maintenant, pour la partie 2 du cours, on va vraiment essayer de comprendre déjà qu'est-ce qu'est Claude Code. Parce que là, comme nous on l'a vu pour la partie 1, on voyait du coup ce petit outil
sur VS Code, il nous permettait en fait de réaliser toutes ces actions, de créer des fichiers. Là, on a créé des fichiers, on a créé des dossiers. Donc, on a vraiment en fait une IA qui interagit avec notre ordinateur. Donc, on va se faire en fait la représentation de qu'est-ce qu'est en fait Claude Code. Donc, par exemple, on pourrait se dire que Claude, ici, c'est la petite mascotte, c'est notre modèle d'IA. Donc, qu'on appelle en fait, qu'on utilise. Et maintenant, on va avoir, donc ça, Claude, c'est notre modèle d'IA qu'on appelle. Et en fait, ce modèle d'IA, il est appelé par un orchestrateur. Là, c'est notre petit bonhomme qui, en fait, contrôle tout simplement le modèle d'IA, qui contrôle Claude, ici. Hop là, Claude, il est là. Claude qu'on appelle soit par l'API, hop là, j'arrive pas du tout à le dessiner, par l'API, soit qu'on appelle via notre abonnement Claude Pro ou Claude Max ou Claude gratuit. Donc l'orchestrateur ici, c'est celui qui tient notre modèle d'IA, qui le contrôle finalement. Donc lui, il s'appelle Claude Code. Voilà, on va juste l'appeler CL, voilà, Code. En fait, lui, il donne la possibilité à notre modèle d'IA d'interagir avec notre ordinateur. Donc ça, on le voit très bien dans l'exemple. Derrière, nous, on peut clairement changer de modèle d'IA. Là, si je fais switch model, eh ben, je peux passer de Sonnet 4.6, qui est un modèle d'Anthropic, un modèle Claude, à Opus, par exemple, qui est un autre modèle, ou Haiku, qui est encore un autre modèle. Haiku est un modèle plus léger, plus rapide, pour des tâches plus simples. Sonnet est plus intelligent et reste un modèle très intelligent et très efficace, mais moins cher que Opus, qui est le modèle le plus cher et le plus efficace et le plus intelligent. Donc voilà, Claude Code, c'est notre partie, c'est notre orchestrateur qui permet à cette IA d'interagir avec notre ordinateur. Sauf qu'il n'est pas tout seul. En fait, il y en a plein d'autres qui existent. Par exemple, si je tape Klein, c'est un autre orchestrateur qui me permet aussi d'interagir avec des fichiers, des dossiers, etc. Donc pareil dans VS Code. Et après, on en a également d'autres. On a celui de VS Code même, de GitHub. On a le GitHub Copilot qui est ici et qui nous permet aussi d'interagir avec des fichiers. Ou alors, on a même celui du concurrent qui est Codex, celui d'OpenAI qui permet du coup au modèle d'OpenAI d'interagir avec notre PC, créer des fichiers, exécuter du code, etc. Donc maintenant, le code, on peut l'utiliser comment? Eh bien, tout à l'heure, moi j'ai dit que je l'utilisais sur VS Code via l'extension. Donc là, je suis juste allé dans l'extension, en gros, et je peux installer l'extension Claude Code, voilà, Claude Code pour VS Code ici. Ou alors, je peux carrément l'utiliser sur Terminal. Donc Terminal, je vais l'appeler en faisant Claude. Donc c'est une commande qui nous permet également d'utiliser Claude. Donc les différences, en fait, ça va surtout être une différence d'interface. Là, on accède au même modèle et ils font les mêmes choses. Ils peuvent tous les deux modifier, là, que ce soit la version ici ou la version ici, tous les deux modifier les fichiers et les dossiers qui sont là, tout simplement. Et c'est juste, on change juste l'interface. Là, quand on veut exécuter des commandes, les commandes sont marquées ici. Là, tac, je peux les voir, memory, machin, permission, batch, Cloud API, etc., compact. Donc ça, c'est toutes les commandes que je peux exécuter. Mais je peux également les appeler là, en faisant le petit slash. Après, avec la flèche, je peux carrément naviguer entre les commandes. Hop là. Maintenant, pourquoi j'utiliserais... C'est quoi la différence, en fait, entre utiliser Claude Code, GitHub Copilot là, Codex là-bas, Klein? C'est quoi, en fait, quelle est la différence? Eh bien, parce que ces orchestrateurs, ils sont optimisés pour fonctionner avec tel ou tel modèle qui sont habitués à recevoir en fait les commandes sous un certain format. Par exemple, on a Codex. Codex n'aura pas l'habitude, on va dire, de recevoir les commandes dans le même format que Claude Code. Et donc, il y a juste des optimisations qui sont faites. Et même au sein des orchestrateurs, c'est vraiment une question d'optimisation. C'est-à-dire que Claude Code, aujourd'hui, c'est celui qui est le plus performant parce qu'il aura été réalisé en connaissant vraiment au plus profond le modèle de Claude. Moi, si j'utilise maintenant le modèle Claude avec un autre orchestrateur qui sera Klein, par exemple, j'aurai peut-être pas les mêmes performances. Parce que derrière, il n'a pas été optimisé pour ce modèle. Ou alors, si j'utilise Claude Code avec d'autres modèles, peut-être qu'il ne serait pas aussi performant qu'avec d'autres. Ça,
Ces questions en suspens, ça reste des questions. Maintenant, Claude Code reste le meilleur. Le meilleur, là, là, on peut se tenir au courant des classements, on va dire, des outils de code. Là, si je vais sur le ranking code Coding Agent, là, on peut voir, on a les classements, on peut voir les classements des meilleurs outils de code, par exemple. Donc, on a Cursor, qui est un excellent, qui est dans le top. On a Claude Code, GitHub Copilot, etc. Et du coup, chacun de ces outils est optimisé pour tel ou tel modèle. C'est les appeler le mieux qu'il peut. Mais en fait, il faut se dire aussi que ces outils, euh, en fait, ils vont exécuter des commandes qu'ils vont envoyer au modèle d'IA, ou alors, tout simplement, ils vont servir à tout ce qui est optimisation par exemple, de tokens. C'est-à-dire que Claude Code va optimiser tout seul quand est-ce qu'il va devoir compacter le nombre de tokens. De compacter, on va essayer de, au lieu d'avoir, notre fenêtre, elle est presque remplie de tokens. On a, je sais pas, 200 000 tokens, on est bientôt au max de la fenêtre. Et bien, Claude Code, lui, il va avoir des techniques d'optimisation de rassemblement de ces tokens pour perdre le moins de contexte possible, tout en ayant le moins de tokens dans la fenêtre. Et ça, tous les outils, tous les orchestrateurs n'ont pas cette optimisation. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui que Claude Code est dans les top orchestrateurs sur le marché. Et d'ailleurs, pourquoi il y a eu une aussi grosse hype quand il y a eu la fuite de données, c'est parce que derrière, les gens se sont dit, ben, on va sûrement du coup comprendre comment Anthropic ont fait pour optimiser autant leur outil de code. Et donc pouvoir le reproduire à terme sur des outils open source. D'ailleurs, pour illustrer cet exemple, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je comparais code qui avait fuité, donc Claude Code, contre Claude Code, pour voir s'il y avait une vraie différence au niveau des performances. Et, spoiler, il y avait une vraie différence. On avait Claude Code qui gagnait quasiment sur tous les aspects, que ce soit surtout sur l'aspect économie de token, on va dire. Là, elle était ici. Tac. Donc sur l'aspect économie de token, Claude gagnait à tous les coups, et même sur la qualité de code, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a pas il n'y a pas de meilleur orchestrateur qui existe, mais peut-être plus tard sur les modèles open source, sur les outils open source, ils arriveront à se rattraper et à vraiment faire des choses assez sympas. Donc maintenant, sur cette partie du cours, vu qu'on a vu tout ce qui concernait l'orchestrateur juste avant, eh ben, on va analyser, on va comprendre en fait l'utilité d'un d'un orchestrateur justement pour un système multi-agent. C'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie un système multi-agent aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de Claude.md, d'orchestrateur justement pour orchestrer un, une, une IA, un agent IA qui fait une action après l'autre. Donc là, si je devais le symboliser, on aurait notre Claude aujourd'hui. Quand je lui donne une tâche, il doit aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire là, comme ça. Donc toujours cette façon, d'un point A à un point B, tac tac, en passant par différentes étapes. Donc on aurait là, une étape ici, une étape là. Là en plus il se tromperait, donc il reviendrait là après, il continuerait, il irait là, après une étape, tout ça pour arriver ici. Donc là, on va dire que même si chaque étape elle me prend 3 minutes, là il ferait, non, je sais pas, il serait 7 minutes, là 15. Ça peut très vite prendre beaucoup de temps, surtout si on revient en arrière à des moments et qu'on n'arrive pas au résultat voulu. Et donc, en fait, l'idée d'un système multi-agent, c'est qu'au lieu d'avoir un Claude ici, et bien en fait, on en a plein. Donc, je le prends, mon Claude, je le mets là. Alors, je le double. Mon Claude, je le mets là. Et en fait, il se multipliera en plein de Claude. Là, tac, 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 et tac. Donc là, imaginez, on en a 4. Donc maintenant, on peut se dire comment on fait en sorte pour que tous ces agents travaillent ensemble pour passer d'un point A à un point B. C'est-à-dire que nous, on leur a donné un ordre, on a dit qu'on on va avoir B. On va avoir B. Comment on fait pour arriver à ce résultat? Et ben en fait, on peut être très
imaginatif. On peut se dire qu'il y a un chef. On peut imaginer un- un monde où il y a un chef qui est là et qui décide. Là, dans ce cas-là, c'est le chef. C'est nous, on dit à l'IA, ben, tu vas faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, et elle fait. Ben non, on peut se dire, moi, je veux plus être le chef. Moi, je veux que j'ai une IA qui décide à ma place, et d'autres IA qui vont exécuter. Qui seraient toutes ces IA seraient des agents IA. Donc maintenant, l'IA, tout en haut, elle sait qu'elle doit aller du point A au point B. Elle sait juste ça. Oula, on va faire le dessin plutôt. Voilà. L'IA sait qu'elle va aller de A à B. Maintenant, qu'est-ce qu'elle pourrait mettre en place pour aller de A à B? Eh bien, elle va créer des sous-agents. Donc elle, c'est le chef. Donc là, je vais lui mettre une petite couronne. Là, comme ça. Elle, c'est le chef, elle décide. Elle va créer des sous-agents. Tac, tac. Hop là. À qui elle va donner des ordres. Et ces sous-agents, on pourrait se dire qu'ils ont chacun une tâche différente. Là, pour le cas de A vers B, on peut dire que c'est faire une application. Donc, on peut avoir le dev. Voilà, le dev, c'est lui. Lui, il est spécialiste dans le code. Donc là, maintenant, on se souvient du Claude.md. On pourrait se dire, hop là, Claude.md sur tout ce qui est dev. Tac. Créé par le chef. On pourrait se dire qu'on a une IA qui, elle, est spécialisée dans... là, on va partir dans le principe qu'on veut faire un site web. Dans le SEO. Voilà. Cette IA, elle est spécialisée dans le SEO. Elle sait faire des bons mots-clés. Elle sait analyser la concurrence. Elle sait écrire des blogs. Donc, elle est spécialisée dans le SEO. Et après, on a une IA qui, elle, est spécialisée dans tout ce qui est, je sais pas, on pourrait se dire quoi. Allez, on va dire, on invente, tac tac, SEO pour faire donc le dev, le SEO et le testeur, voilà. Q&A, allez, hop là, on s'embête pas. Donc lui, ça va être l'IA qui va tester qualité de code, est-ce que tout est bon. Donc lui, en fait, il va plus bosser avec, enfin les trois bossent ensemble en vrai. Mais le QA, lui, il va juste être là à dire, bah ça c'est pas bon, ça respecte pas les normes de code, etc. Donc tu refais tout ça. Maintenant, le problème, c'est qu'on se dit, bah en fait, le truc, c'est que si chacune des IA bosse de son côté, comment on fait? Comment on fait pour savoir qui fait quoi, etc. Et ben en fait, l'idée, c'est de pouvoir, hop là, chaque fois, de pouvoir discuter avec le boss. Donc le dev discute avec le boss, le CEO discute avec le boss, le Q&A discute avec le boss. Donc il y a des informations qui sont transmises à chaque fois. Donc ça, c'est une possibilité. Et le but, c'est vraiment d'aller de A à B le plus vite possible. Donc si chacune des IA, elle travaille sur une partie du site, en ayant bien fragmenté les différentes parties, eh bien on pourrait, au lieu de mettre 30 minutes, on pourrait très bien le faire en... Ben là, on le ferait en 7 minutes, par exemple. Sachant qu'on pourrait mettre un peu un rythme où l'on dit ben, qu'il n'y a que ces deux qui travaillent en parallèle, mais une fois que le dev dit qu'il a fait une tâche, il le dit au QA, qui lui va vérifier que ça respecte la qualité, etc. On pourrait très bien faire une architecture comme ça. Après, sinon, qu'est-ce qu'il est possible de faire aussi? Bon, on pourrait se dire, il n'y a pas de chef, je veux juste des IA qui communiquent toutes entre elles. Voilà, elles sont toutes comme ça, elles sont 5. Et les 5, elles travaillent ensemble pour réaliser un résultat. Celle-là avec celle-là, par exemple. On va en mettre que 4. La cinquième, j'enlève. Voilà, ça. Donc, chacune des IA travaille ensemble et communiquent toutes ensemble. Donc, l'idée, là, maintenant, c'est que toutes les IA sont au courant de ce que fait son voisin. Et donc, on travaille vraiment en parallèle. Donc, elles avancent tous. Elles savent qui s'occupe de quelle partie. Et donc, on a moins un rôle ici, un peu un orchestrateur qui dit toi, tu fais ça, tu fais ça. Mais plus, bah, moi je te délègue ça, allez, toi aussi, toi aussi. Et le but, c'est d'aller le plus vite possible. Mais en fait, on peut imaginer tous les systèmes qu'on veut. On pourrait aussi imaginer n'importe quoi. On pourrait dire qu'il n'y en a qu'une qui travaille avec une, qui en fait, elle travaille qu'avec elle travaille elle, et une qui est là, que tout le monde travaille avec elle. Donc en fait, on peut tout imaginer. Voilà, comme ça. Là, celle-là, et celle-là, elle travaille avec elle, mais elle travaille qu'avec elle, et elle travaille avec elle. Enfin bref, c'est faisable. Donc ça, c'est différents... c'est des différents moyens, en fait, pour arriver à un point B le plus rapidement possible. Et en fait, du coup, c'est notre orchestrateur qui nous permet ça. On va faire un exemple. On va prendre un exemple et on va demander à Claude, donc là, on va le fermer, tout ça. On va demander à Claude, en fait, de nous faire l'exemple des orchestrateurs. Donc là, je vais juste faire un dossier, je vais dire exemple Claude MD. Voilà, donc là, on va expliquer à Claude, on va lui dire,
Attends, on va le mettre dans un autre dossier. On va mettre IA. On va lui dire, je cherche à faire des exemples d'architecture d'agents IA qui bosseraient dans différentes configurations. Propose-moi une mini tâche à faire avec différentes configs multi-agents. Et on va lui dire de le faire dans le dossier agent IA, par exemple. Là même, carrément, on peut chercher sur Internet. Là, tout à l'heure, j'ai cherché. On a vraiment plein de possibilités de multi-agents. Ben là, oui, on en retourne. On a hiérarchie, custom, supervisor, réseau, network. La hiérarchie, elle est intéressante parce qu'on a carrément un chef qui dirige d'autres sections qui bossent ensemble que sur des parties, etc. Donc tout est faisable en fait. Chaque architecture est vraiment adaptable et optimisée en fonction du projet qu'on veut mener. Donc là, par exemple, il nous a généré, il dit le dossier existe et vite, je vais créer une série d'exemples illustrant différentes architectures multi-agents autour d'une tâche commune. La mini-tâche fil rouge, analyser une idée de startup et produire une synthèse. Voilà, c'est très bien. Simple à comprendre, riche en angles pour montrer chaque architecture. Donc maintenant, il y a 5 configurations. Séquentiel, on a chercheur, analyste, rédacteur, pipeline en chaîne. Parallèle, 3 agents spécialisés tournent en même temps, les résultats sont fusionnés. Orchestrateur, un agent chef délègue à des sous-agents spécialisés. Débat, 2 agents s'opposent, un juge tranche. Et réflexion, self-critique, un agent génère, critique sa sortie, puis s'améliore. Donc là, il va nous créer toutes les architectures et on va tester ça en live juste après. Donc, on est bon. Les 5 exemples ont été créés. Donc là, on va lancer tout ça. Tac. Donc, on a un mode séquentiel, parallèle, orchestrateur, débat, réflexion. Donc là, on a nos 5 agents qui ont été lancés, enfin nos 5 exemples. On a l'architecture parallèle, l'architecture séquentielle, orchestrateur, débat et réflexion. Et du coup, on va regarder après est-ce qu'on aura les résultats pour voir du coup les différences de résultats entre ces différents modes multi-agents. Donc on peut déjà analyser les premiers résultats qu'on a. Donc on a eu un résultat pour l'agent séquentiel. Ouais, c'est ça, qu'il est ici. Donc déjà pour l'agent séquentiel, donc idée analysée, une app mobile qui connecte des seniors avec des étudiants pour partager des repas. Ok. Donc on avait un chercheur qui analyse le contexte du marché. Donc app de partage de repas seniors étudiants, taille de marché, etc. Il a fait son analyse et analyste, étudiant, évaluation SWOT, etc. Créneau non adressé, résultat de la finale, résultat final, chain table, problème, solution, résolu, etc. Verdict mitigé. Donc là, j'aurais bien aimé avoir lu le temps, combien de temps ça a pris, mais bon. Ah, on est arrivé à un résultat, du coup, avec plusieurs agents qui étaient chargés chacun de différentes tâches. Donc parallèle, du coup, si on a 3 agents qui sont lancés en même temps, du coup. Pareil sur l'idée d'app, Donc on a un expert tech, expert business et expert social. Et à la fin, le synthétiseur, il va fusionner les analyses. Donc, point fort convergent, risque identifié, question claire à résoudre, recommandations. Et après, détail du coup des analyses par expert. Donc on a expert business, etc. Donc, les agents, ils ont été lancés en même temps. Et en fait, les 3, ils ont fait une analyse. Et à la fin, on étudie par rapport à ces résultats. Ensuite, on va avoir l'agent architecture orchestrateur, architecture débat. Du coup, on peut déjà regarder orchestrateur. Donc, pareil, une app mobile. Donc, orchestrateur, c'était... du coup, l'orchestrateur, pour rappel, c'est... On a un chef au-dessus qui répartit les tâches. Donc, orchestrateur, analyse de la mission, analyser marché, paramètres, idées, une app mobile, etc. Bidule, proposer business model, évaluer les risques. Voilà. Ah, ok, il s'est arrêté en plus avec un maximum d'itération. Le débat, du coup, on a dû le faire en tour, je pense. Du coup, c'était tour par tour, les agents débattent pour garder le meilleur. Donc, tour, un avocat en train d'argumenter, pro, défense, table gène, lab qui réunit les générations. Argument béton, impact social, etc. Donc, on n'a pas tout le résultat. On a le procureur en train de contre-argumenter,
qui paye les seniors. Et en fait, du coup, ça va faire tour par tour. Donc, transcription. Ah ben, on l'a marqué. Donc, impact social massif, modèle économique solide, preuve de concept existante, win-win absolu, timing parfait. Et après, on a le procureur. Modèle économique introuvable qui paie les seniors un peu de moyens, les étudiants encore moins. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça peut être pas mal d'avoir un débat entre agents, puisqu'après, du coup, il répond aux objections, etc. Et du coup, le verdict du juge à la fin, c'est le troisième agent. Point retenu côté pro, le besoin réel est indéniable, car l'union de seniors isolés constitue un terrain fertile d'arguments sur les mutuelles comme payeur institutionnel le plus solide du dossier. Point retenu côté contrat, le risque de responsabilité en cas d'accident impliquant. Donc ça soulève des points très très intéressants, puisque du coup, les agents vraiment débattent entre eux. Et on a un verdict 5,5 sur 10. Le projet porte une idée mais une exécution risquée. Donc vraiment pas mal ça comme méthode. Et après, du coup, on a l'orchestrateur. Ah oui, c'est bon, on a enfin eu la réponse. L'orchestrateur. Donc, fiche de décision investissement. Donc, ça, c'est la synthèse, etc. Du coup, on arrive à 6,5 sur 10. Sécurité, arnaque, malveillance, etc. Et après, on a le dernier, c'était réflexion. Donc réflexion, ça consistait en, ok, rédacteur, critique, évaluation en cours, satisfait, non, feedback, itération 2, production de la fiche, fiche produit, critique, évaluation en cours. Donc en fait, c'est un peu comme le débat, sauf qu'on a le rédacteur qui écrit une proposition, on a un critique, du coup, à partir de ces critiques, on réécrit la proposition et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un résultat qui est à peu près satisfaisant. Du coup, on a une progression des scores, on est passé de 7 à 8, etc. Donc ça, ben, on a un exemple du coup de ce qui se passe quand on change en fait de système de multi-agents. Donc on a plein de possibilités, on peut arriver en fait à des résultats qui sont complètement différents juste en changeant le système d'orchestration. Donc les résultats, cherchant un analyste rédacteur, chaque agent enrichit le précédent, sortie progressive et traçable, parallèle, 3 fois plus rapide du coup, couverture business text insight complémentaire, orchestrateur, l'agent pense sa stratégie, appelle 3 sous-agents puis synthétise. 4 débats, 2 tours de contradiction vers 10, 5,5 sur 10, le plus nuancé et équilibré. Et la réflexion, score 7 sur 10 puis 8 sur 10 en 2 itérations, la boucle s'arrêtait automatiquement. Ok, donc ça c'était pour expliquer du coup les multi-agents, quoi ça consistait, et on passe à la suite. À travers cette deuxième partie, nous allons voir en profondeur toutes les utilisations que vous pouvez en faire et comment améliorer votre utilisation de Cloud Code avec d'autres outils et des outils qui vous permettront d'utiliser à 100% toutes les capacités offertes par Cloud. Au fait, moi, c'est Nathanaël, je suis ingénieur en logiciel. Je te fais découvrir toutes les semaines des nouveautés sur l'IA et les outils tech. Alors abonne-toi à la chaîne et mets un like. Je publie constamment des vidéos pour te mettre à jour des dernières nouveautés et t'apprendre ce que tu ne sais pas encore. Donc maintenant qu'on a vu ces systèmes multi-agents, on va s'intéresser à tout ce qui est skills et la différence en fait entre les skills et bah, en fait ces sous-agents qu'on a vu juste avant dans l'exemple. Alors déjà pour expliquer, c'est quoi un skill souvent? C'est un sorte de fichier .md, donc skill.md souvent comme ça, de cette façon, qui va en fait spécialiser notre Claude. Donc là par exemple, on a notre Claude qui est là, nous on veut qu'il soit spécialisé dans l'écriture de mail. Donc on va l'appeler, on utilisera un skill qui s'appellerait mailwriter.md. En fait, c'est juste un document .md qui va expliquer à notre IA, comme pour le Claude.md, ce qu'il doit faire pour les mails. Sauf qu'au lieu de lui donner juste du contexte pour sa mémoire, en fait, on va lui donner en fait comme si c'était un outil, en fait, finalement. On va lui donner des explications sur comment il doit écrire telle chose. Donc, par exemple, pour le cas du mail writer, on pourrait dire tu dois écrire ta syntaxe de telle façon. On pourrait dire par exemple qu'on parlerait de tout ce qui est syntaxe, on parlerait des mots à ne pas employer, voilà, à ne pas utiliser. On pourrait parler de quoi d'autre? Enfin, de plein de choses en fait qu'on doit garder chaque fois qu'on lui demande d'écrire un mail. Donc, pour exemple, là, si on va sur Internet, quand on tape skill Claude, on a Entropy qui donne plein de skills pour ses agents. Donc là, si j'en prends un au hasard, donc je peux prendre qu'on peut prendre doc, là, doc co-authoring, voilà, ça a l'air très simple. Donc ce skill, du coup, il explique
à Claude ce qu'il doit faire pour coautorer un document. Donc, il y a l'étape 1, ça va être le contexte. Étape 2, c'est on revoit la structure, etc. Donc bref, on voit que c'est une séquence en fait d'actions que Claude doit mener pour arriver à un résultat. Sauf qu'en fait, tout ce texte déjà, ça veut dire qu'il va pas être passé en contexte à notre Claude. En fait, c'est ça la différence. C'est que chaque fois qu'on va appeler Claude, là, par exemple, si je vais sur le terminal, je peux dire, là, on va se recréer une conversation. Voilà, si je fais là, on va se recréer une conversation et on pourrait lui dire, on pourrait utiliser les skills. Donc les skills, ils sont ici. Et là, j'en ai plusieurs, du coup. Front-end design, par exemple, c'est un skill. En fait, chaque fois que je... Ah mince, du coup, je voulais pas du tout l'appeler. Mais du coup, en fait, c'est juste là, je lui passe en paramètre, je lui passe en entrée ce skill. Donc, en fait, cette série de mots pour lui dire, bah, tu vas faire ça. Par exemple, on pourrait lui dire, bah, là, pour le cas du front-end design, il était juste avant, on l'a vu, voilà. En fait, du coup, c'est un skill qui permet de créer des pages web, etc. Selon... Donc, en fait, là, j'aurais pu dire, je veux que tu crées une page web pour mon site de mon entreprise et utilise le skill front-end design. Et en fait, du coup, il va utiliser ce skill pour faire mon site web. Donc en fait, ça me permet du coup d'avoir à chaque fois des résultats qui sont prédictibles au final. C'est surtout ça le plus intéressant. Donc, on va avoir des résultats prédictibles. On n'a pas de moins de pertes de tokens, puisqu'à chaque fois, on n'a pas à réexpliquer à notre agent, à notre IA, tu dois faire ça, etc. Oui, j'ai pas les résultats que tu m'as fait, etc. Et que tu dois changer telle partie. Si on a un skill qui explique toutes ces choses, en fait, on n'aura plus besoin de lui redire par la suite. C'est vraiment comme si c'était la mémoire de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, ça va être en fait une sorte de boîte à outils. Donc une boîte à outils avec plein d'outils différents pour avoir un outil justement pour écrire des documents, qui serait un skill de document, pour avoir un outil pour écrire des sites web, là par exemple. Enfin, plein d'outils en fait que Claude peut utiliser et qui vont être faits comme nous le souhaitons pour arriver à un résultat précis. Et là, les skills, du coup, on peut soit les faire nous-mêmes, soit en chercher. Là, par exemple, moi, je vais souvent sur skills de Anthropic et à chaque fois, du coup, il y a plein d'exemples de skills possibles pour arriver à un résultat qui est assez intéressant. Et maintenant, c'est quoi la différence entre ces skills et nos agents de tout à l'heure qui travaillaient tous ensemble et qui eux aussi en fait sont spécialisés finalement? Et bien en fait, c'est que pour ces agents, en fait, à chaque fois, ils démarrent du coup d'un nouveau terminal qui est complètement vide. On leur envoie, le chef va juste leur envoyer, les agents entre eux, juste leur envoyer la commande, mais le terminal est complètement vide. Genre, pas de ils ont très peu de contexte, etc. Donc, c'est ça la grosse différence. Alors que dans le cas où on a un seul agent qui lui a accès à un skill, en fait, du coup, on va juste leur rajouter du contexte. Donc, cet agent, il avait déjà tout le contexte, par exemple, de tous les documents qui étaient présents, de tous les fichiers de code, etc. Et nous, avec ce skill, on va juste lui rajouter du contexte en plus. Donc on va dire que c'est ça la grosse différence entre les deux. Donc là, on lui donne une boîte à outils dans son contexte pour qu'il fasse des actions. Donc nous, là, on peut quand même s'amuser si on veut à faire un petit exemple. Dans l'idée, on peut très bien se dire qu'on va prendre un skill qui pourrait être intéressant et nous faire une petite démo. Donc, on va l'appeler skills exemple. Voilà. Et là, on pourrait très bien voir qu'est-ce qui se passe quand je crée un document avec et sans ce skill. Alors, bah tiens, c'est très bien. Algorithmic Arts. Qu'est-ce que ça fait? Ah oui, non, ça va nous faire des dessins. On va essayer d'en prendre un assez simple. Donc, on a MCP Builder, Skill Creator, Theme Factory, Web App Testing, PDF. Moi, je vais prendre un du coup de Brand Guidelines. Qu'est-ce que c'est? Pour accéder, ben c'est bien ça. Pour accéder à la brand officielle d'Anthropic, on peut utiliser ce style du coup. Ce style. Mais non, mais ça va pas. Nous, on veut pas un truc assez visuel. Donc, on peut prendre Slack GIF Creator, c'est pas mal. Et lui, recréer des rythmes. Alors, je sais qu'il y a un skill qui s'appelle Humanizer. On va prendre lui. Humanizer skill de Claude. Et le but, c'est pour enlever en fait tous les signes d'IA dans un texte. Donc on va prendre lui, hop là, directement. Hop là, on va le télécharger. Et là, pour l'installer, en fait, on va juste lui donner directement, en fait. Faire ça. C'est juste ici. Oula.
On va la faire comme ça. On va lui mettre le skill ici. Le skill, il est là. Et on va lui dire à Claude d'installer ce skill. On va lui expliquer du coup que là, on veut qu'il génère deux textes. Un qui utilise le skill et un sans le skill. Donc un court texte. On va lui dire rédige dans le dossier skills exemple deux textes. Deux textes qui parlent du même sujet. Même sujet. Un utilisera le skill humanizer et l'autre sans et l'autre non. Donc voilà, là normalement il est censé nous écrire deux textes qui parlent du même sujet. Donc il y en a un qui va utiliser le skill humanizer et l'autre qui ne va pas l'utiliser. Alors là, il cherche si j'ai installé le skill, il va pas le trouver. J'aurais peut-être dû lui donner directement. Bon c'est bon, il a compris qu'il était là. Tac. Donc là normalement ce skill est censé enlever tout ce qui n'a pas l'air humain dans la formulation des IA. On a des exemples avant et après. Du coup, oui, il enlève les emojis, etc. Que normalement, on doit avoir un texte qui devient assez propre. Et donc là, il nous l'écrit. J'ai lu le skill humanizer. Je vais créer deux textes sur le même sujet dans le dossier. Un avec les patterns IA typiques, l'autre après application du skill humanizer. Du coup, ok, on a les deux textes et on va lire. Du coup, déjà, on va lire les différenciations. Voici ce qui différencie les deux textes. Sans humanizer, truffé de pattern IA classique, emoji, leaderboard avec deux points, représente une avancée significative, paysage comique révolutionnaire, fausse profondeur avec des inch soulignant, cultivant, favorisant, la règle de 3 partout, professionnel, personnel et économique, fausse plage, depuis les grandes multinationales jusqu'aux startups, depuis OK. Conclusion générique enthousiaste, puis offre de services chatbots. En mode est-ce que vous avez besoin d'aide autre part, etc. Avec Humanizer, voilà première personne, point de vue assumé, rythmique varié, anecdote concrète spécifique, source citée, pas de conclusion creuse, sur une nuance réelle, aucun emoji, aucun bol décoratif, aucune offre de service. Bon, ben on va lire ça. Travailler depuis chez soi. Alors, déjà, on va lire le sans Humanizer. Travailler depuis chez soi, défi opportunité. Le travail distance représente des avancées significatives dans l'évolution. Déjà, on sent direct l'IA. Il s'inscrit dans une tendance plus large de transformation. Du coup, voilà, bénéfices, on a les points. Les défis et perspectives futures, malgré son déjà fait face à plusieurs défis inhérents. Conclusion, ok. Donc ça, c'est sans Humanizer. Et avec, j'ai bien envie de voir. J'ai passé 3 ans de télétravail complet, honnêtement, c'est plus compliqué que ce que les articles médiums voudraient vous faire croire. C'est pas mal, déjà. La flexibilité horaire est réelle. Je commence à 7h quand ma tête est claire. Je m'arrête pour aller courir à midi. Je reprends l'après-midi, impossible au bureau, mais cette liberté de mon discipline que personne ne vous apprend. L'isolement arrive en douce, pas le premier mois, où tout ça semble libérateur. Donc, ok, le texte est relativement mieux. Et donc, c'est grâce à ce skill, du coup, qu'on obtient un texte différent. Et on voit que vraiment, un skill peut vraiment changer toute l'output différent, d'où l'importance en fait du prompt de base, finalement. Donc, on va passer à la suite. Bon, maintenant qu'on a vu les skills, on va voir maintenant les MCP, les serveurs MCP. Donc MCP pour modèle contexte protocole. Du coup, c'est des outils qui vont permettre à l'IA d'accéder en fait directement à des bases de données, quoi d'autre, des outils, enfin, plein de choses utiles pour faire interagir l'IA avec le monde extérieur. En fait, l'IA, elle va émettre des requêtes, genre HTTP, pour interagir avec un serveur de l'autre côté. Donc là, par exemple, là, on a notre IA, elle envoie une requête. Là, on a notre app, donc je sais pas, par exemple, une app que tout le monde connaît. On aurait ben, par exemple Canva. Là, c'est Canva. L'IA va émettre des requêtes et en fait, Canva, de leur côté, ils ont implémenté une interface, du coup le MCP, qui est capable de recevoir en fait des requêtes directement depuis l'IA. Donc en fait, l'IA elle va pouvoir envoyer des requêtes là au serveur MCP et le serveur MCP il va répondre directement à l'IA. Donc là, du coup, on a cet échange qui se fait entre l'IA et Canva grâce à en fait cette nouvelle interface. Et en fait, du coup, cette interface, elle va montrer à l'IA plusieurs commandes. Donc, par exemple, on peut pour avoir des commandes, une commande de create design, par exemple. On pourrait avoir une commande pour, je sais pas, info utilisateur. Bref, en fait, ces commandes servent de vraiment, sont utilisées par l'interface
pour montrer à l'IA qu'est-ce qu'elle a le droit de faire sur cette app et qu'est-ce qu'elle a le droit de ne pas faire. En gros, finalement. Et donc l'IA, elle peut utiliser cette boîte à outils, donc par exemple Create Design et Info Utilisateur, pour interagir avec l'app. Donc, par exemple, dans le cas de Create Design, elle serait capable de se dire, ok, ben, j'ai cet outil, quand je mets telle valeur dans cet outil, ben, je crée un design, etc. Donc bref, euh, pour l'explication, voilà. Donc moi, maintenant, si je cherche des serveurs MCP intéressants, je peux vous en montrer un qui s'appelle Playwright. Du coup, ce serveur, en fait, il va permettre à notre IA d'interagir directement avec un navigateur de recherche, par exemple. Donc là, la configuration, elle se fait comme ça. Donc, par exemple, pour le cas de Claude, on peut l'installer. Hop là, Claude Desktop, Claude Code, tac. Donc, pour installer en fait un serveur MCP, un MCP directement dans Claude Code, on a juste à prendre la ligne et on a juste à la donner à Claude, là par exemple, qui est ici. On a juste à lui donner et hop, il va installer cet outil supplémentaire. Et ça lui permettra du coup d'interagir directement avec le navigateur, en fait, directement. Parce que sans serveur MCP, comment par exemple votre IA, quand vous lui dites oui, je veux telle info sur Internet, qu'est-ce qu'il fait en fait? Et bien en fait, pour faire l'exemple, moi je vais aller sur un des sites web. On va aller sur mon serveur Builder Space. On va retourner sur le Home. En fait, il va aller arriver sur ce site. Du coup, il va aller sur builderspace.space et il va aller chercher tout simplement le code source de la page. Show page source, voilà. Il voit le code source de la page et il va prendre les informations directement en fait dans ce code source. Là, par exemple, si je lui demande oui, combien il y a quel est le nom du site, combien il y a d'utilisateurs, lui, il va aller chercher directement les infos du code source. Par exemple, si je peux en trouver là, du coup, là, directement, on a Builder Space qui est directement dans le code source. Donc là, ça veut dire que chaque fois, on va chercher l'info écrite en dur dans notre code, finalement. Et en fait, Playwright, là, le serveur MCP, lui, il va permettre à l'IA de juste en fait interagir avec les boutons comme si en fait elle possédait une souris. C'est-à-dire que la souris, à ce jour-là, qui se balade sur mon écran, c'est une information, elle a des coordonnées XY, donc on va dire géographiques, sur la page web. Ce qui fait que quand je clique ici, le navigateur, lui, sait que j'ai cliqué à tel endroit, et donc il va aller voir qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là dans le code. Donc il y a communauté, et qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur communauté. Donc il y a toute une séquence d'actions qui se déroule pour m'amener à cette page web. Sauf que ça, mon IA, elle peut pas le savoir, à part si elle lit tout le code source de la page et qu'elle est capable de voir les sauts entre les pages, etc. Donc en fait, c'est déjà, ça rajoute du contexte en plus. Et du coup, le serveur MCP, la différence, c'est qu'en fait, l'IA, elle va faire quoi? Elle va prendre des captures d'écran, en fait, directement de ma page web. Elle va savoir où sont les éléments et elle va regarder où cliquer. Et en cliquant, tac, elle peut se déplacer dans l'espace et compléter, par exemple, là, des formulaires, etc. Donc, en fait, on peut carrément faire l'exemple. On va regarder l'exemple et on va demander à l'IA, en fait, de faire des actions par exemple, on va lui demander de créer un nouvel utilisateur. Par exemple, on pourrait lui dire ça, même si ça n'a pas forcément fonctionné. On va lui demander des deux façons. On va lui demander en faisant des requêtes HTTP de créer un nouvel utilisateur, si elle peut, et après on lui demandera d'utiliser le serveur Playwright MCP. Donc on va faire ça. On va créer une nouvelle conversation. Là, on va se faire un nouveau dossier encore. Tac, move. On va l'appeler MCP. Et du coup, on va dire à notre IA, on va lui dire, je veux comparer l'utilisation d'un serveur MCP des requêtes HTTP. L'idée, tester les deux on va prendre le site web, builderspace.space, c'est pas le bon, sur builderspace.space pour la création d'un nouvel utilisateur. Et on va juste lui dire ça, faire tout ça dans le dossier MCP. Hop là. Donc là, maintenant, il est censé voir. Normalement, je crois que j'ai installé le serveur. Je sais pas si je l'ai. Sinon, je vais lui faire installer. On se rappelle, pour installer Playwright, du coup, il faut juste
aller sur Cloud Code ici, on prend et on peut lui installer directement. Donc laisse-moi d'abord explorer le dossier de travail et vérifier qui est disponible. Ah non, ok. MCP est vide, laisse-moi charger les schémas et outils MCP Builder Space, explorer l'API du site. Ah oui, parce qu'en fait, du coup, moi j'avais créé un serveur MCP pour Builder Space qui me permettait de publier des articles, etc. Donc là, si je vous montre l'exemple, je vais dans paramètres, on a connecteur. En fait, on voit que j'ai carrément créé un serveur MCP qui me permet de créer des commentaires, créer des cours, créer des posts, récupérer des posts dans la communauté. On va faire plein d'actions directement depuis mon IA dans mon app en ligne. Mais nous, on veut interagir avec le navigateur. Du coup, on va le dire à Claude, on va dire, déjà, on va l'autoriser de télécharger ça. Et on va lui dire, utilise. Non, voilà. Là, il veut utiliser le MCP, mon MCP. On va dire non, non, utilise le MCP. Hop là. Playwright. Je comprends, tu veux utiliser le MCP Playwright. Laisse-moi utiliser Playwright pour explorer le site et comparer avec les requêtes HTTP. Donc on va lui dire qu'on l'autorise à utiliser cet outil. Et là, normalement, il va nous ouvrir un navigateur. Oh, ben, on le voit là tout de suite. Il ouvre un navigateur et maintenant, il est censé naviguer, utiliser ce navigateur pour naviguer. Alors, attends, je vais l'autoriser à faire toutes les modifications. Tac. Donc là, il prend une capture d'écran, etc. Et là, voilà, il navigue sur la bonne page. Il va rentrer des informations. Il y aurait de la documentation. Du coup, là, il est en train d'explorer le site. Et son but, c'est de comprendre au maximum comment il est fait pour créer un compte. J'ai toutes les infos, naviguons vers le formulaire description pour la requête réseau. Formulaire pour capturer la requête réseau. Alors, on va laisser faire. Donc là, voilà, il nous a créé le tab browser click. Tac, on autorise. Et là, il nous crée un nouvel utilisateur directement depuis mon IA. Elle a interagi avec le site web pour créer un utilisateur. Donc, elle a ouvert une nouvelle fenêtre, etc. Donc là, il nous dit, tac. Donc, je dois vérifier ma boîte mail. Bien sûr, l'utilisateur n'existe pas, ça ne marchera pas. Mais c'est pas l'important. Voilà, l'utilisateur a bien été créé. Maintenant, je crée les deux scripts. Créer les scripts dans le CMCP, créer le script HTTP. Et voilà, du coup, bref, maintenant, en fait, qu'il a capturé. En fait, là, ce qui est assez utile, c'est qu'on peut faire, dans un premier temps, on peut utiliser le MCP. Comme ça, l'IA peut vraiment comprendre comment est réalisé le site en entièrement, pour après passer par les requêtes HTTP, après, une fois qu'il a tout récupéré. Puisque maintenant, en fait, là, il a récupéré le fait que quand il envoie depuis le formulaire, il y a telle requête HTTP qui est envoyée directement. Donc maintenant, il sait que il a tout. Il a l'URL de la page et il connaît la requête HTTP. Donc c'est-à-dire qu'à partir de ça, maintenant, il est capable de réaliser un script qui va pouvoir envoyer une requête pour créer des utilisateurs en boucle, quasiment. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui est assez sympa quand on veut faire des choses en boucle et qu'on ne veut pas forcément utiliser le MCP à chaque fois. Parce que le MCP consomme plus de tokens que juste une requête HTTP. Voilà. Et là, du coup, voilà ce qui a été fait. Il a fait sa découverte via MCP Playwright. Il a utilisé les outils, il a exploré les pages, il a rempli le formulaire. Il a créé des fichiers, maintenant, des scripts pour, pour automatiser en fait la création d'un utilisateur depuis HTTP, tout simplement. Donc appel fetch direct sur l'endpoint qui a été découvert, ultra simple, zéro dépendance. Donc la différence clé en une phrase, Claude voit l'interface et agit comme un humain, résilient, lent, sans besoin de connaître l'API. HTTP appelle direct à l'endpoint, mais fragile si l'API change. Voilà, du coup on a toute l'utilité. Donc ça sera tout pour les serveurs MCP. On passe à la suite. Ce qu'on peut ajouter par contre par rapport à MCP, c'est que là on a vu que le MCP il permettait d'interagir via des captures d'écran, etc. et des requêtes à une interface, etc., comme le navigateur. Mais après, il y a d'autres modes qui permettent à l'IA d'interagir directement, d'utiliser directement l'ordinateur. Ça, en fait, on le voit dans par exemple, Cowork. Ça, c'est ça, du coup, je suis sur l'appli desktop de Claude. Et en gros, Cowork, lui, il va créer une sorte de boîte dans notre ordinateur qui va créer en fait un deuxième PC. En fait, c'est comme si on créait un ordinateur pour Claude. Donc Claude, il va tourner dans cet ordinateur sécurisé, il aura accès à des fichiers, etc., etc. Et il pourra interagir avec créer un navigateur, faire ses recherches. Donc c'est vraiment, il a un ordinateur pour lui. Mais ça, en fait, ça coûte énormément de tokens.
et ça coûte très très cher à faire tourner en fait. C'est pas du tout maintenable, utilisable tout le temps, mais c'est très simple d'utilisation puisque Claude interagit vraiment avec les fichiers, les documents, etc. Donc on a ce mode et après on aura tous les outils qu'on va pouvoir payer sur Internet pour accéder à d'autres outils qui n'ont pas de serveur MCP ou pas d'API. Et quand je pense à ça, moi je pense à LinkedIn. Genre LinkedIn ne fournit des API, mais pas une API par exemple pour tout ce qui va être lire des commentaires, interagir avec les utilisateurs. Du coup, on va devoir passer par des plateformes tierces, comme par exemple Apify. Apify, en fait, va créer des API, va fournir des interfaces qui vont permettre à nos IA d'interagir avec d'autres applications qui n'ont pas d'interface. Comme Netflix, par exemple. Mais en fait, comment ça se fonctionne? C'est que derrière Apify, ils vont avoir des ordinateurs, des boîtes dans lesquelles vont tourner des navigateurs de recherche. Et en fait, on va vraiment avoir des scripts qui vont cliquer à tel endroit, envoyer des messages, etc. etc. Et donc ça coûte très très cher. Donc ça, par exemple, si on va pour l'API LinkedIn, Mass LinkedIn Profile Scrapper, par exemple, with email. Et ben en fait, on aura cette app qui va tourner et on aura du coup nos clics, etc. Et ça, on le voit. Pricing, on a 10 dollars les 1000 résultats. Donc les prix, ils peuvent augmenter très vite. Puisque du coup, ça demande du calcul, pas de la puissance de demande 6, de la puissance de calcul pour ouvrir le navigateur, cliquer, etc. Donc c'est sur des serveurs et donc ça coûte assez cher. Mais c'est un autre moyen pour permettre à nos IA d'interagir avec des apps qui n'exposent pas d'API ou qui n'ont pas de MCP. Maintenant qu'on a vu tout ça, qu'on a compris vraiment comment fonctionne Claude avec les MCP, les skills, le Claude.md, enfin tous ces outils qui nous permettent déjà d'utiliser Claude mieux que 95% de tous les utilisateurs aujourd'hui, on va passer aux nouveautés qui sont sorties sur Claude, qui vont nous permettre vraiment d'atteindre le top 1% des utilisateurs de Claude pour utiliser à 100% sa puissance. Donc tout d'abord, est-ce que vous avez vu, quand j'ai commencé à faire mes modifs, j'avais tout le temps est-ce que vous voulez continuer, est-ce que vous voulez continuer, etc. Donc ça, en fait, déjà, hum, ça fonctionne de cette manière. En fait, je suis en mode, je ne sais pas si vous voyez, je suis en mode, alors, attendez, je vais l'ouvrir un peu plus, edit automatiquement. Donc là, en fait, j'ai déjà passé euh, un grade où normalement je suis en ask avant de faire des modifications. Donc chaque fois qu'il veut faire des modifications, il va demander. Et nous, on peut activer le mode où il ne va pas nous demander, il va changer automatiquement. Mais pour chaque modification, première modification, il va enregistrer la permission. Donc là, on le voit dans le settings local.json, il enregistre toutes les autorisations que je lui ai données, et comme ça, il me les redonnera plus. Et maintenant, en fait, il y a d'autres modes qui existent pour outrepasser toutes les décisions. Imaginons, ce mode n'est pas du tout sécurisé, mais si je veux me coucher un soir à 22 h et que je veux que quand je me réveille, toutes les tâches soient finies, et bien il y a un mode qui s'appelle, c'est bypass all permission. Et là, c'est include code. Donc on va aller là. Donc elles sont ici. On peut configurer du coup nos permissions. Donc on va avoir différents niveaux de permission. Le défaut, il va demander pour chaque première utilisation de chaque outil. On a accept edits. Il accepte toutes les modifications de fichiers, à part créer des dossiers, bouger des dossiers, faire des copies, etc. On a le mode plan aussi, que je vais présenter juste après. On a le mode auto qui il va tout approuver et il va faire un safety check des actions. Donc c'est pas à nous de savoir si la requête est sécurisée, c'est lui qui va le vérifier à la main. Don't ask, en gros, c'est qu'on ne veut pas. Voilà. Auto denies tool. Donc en gros, on va rejeter automatiquement toutes les demandes. Donc dès qu'ils demandent, on rejette, à part s'ils ont été préapprouvés. Et après, on a le mode bypass permission qui lui est un mode qui, en gros, peu importe, il ne demande plus rien. C'est-à-dire qu'il va tout faire d'un coup. Mais ça, c'est un mode qui est très dangereux puisque il peut carrément, on ne sait pas, s'il décide de tout supprimer, il va tout supprimer et on n'aura pas la main dessus. Donc le mode auto, en fait, il nous permet vraiment d'être vraiment bien puisqu'il est censé, il est censé en fait faire la vérif de lui-même. Il connaît en fait notre but et il va approuver si pour lui ça nous permet d'atteindre ce but-là.
Donc ça, on va voir ça tout de suite. Nous, on va aller voir le mode plan qui est assez intéressant. On a deux types de modes qui sont assez intéressants. On va avoir le mode plan et le plan opus plan mode. Alors attendez, on va se le mettre. On va ouvrir le terminal. Donc on va regarder les différences. Hop là. Donc je le fais dans le terminal parce que ça va me permettre de montrer aussi d'autres utilisations. Donc pour changer déjà de mode, de modèle, on peut changer ici. On peut passer en mode plan. Donc si je passe en mode plan là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'IA, avant de commencer à faire ses modifications, je vais lui demander de rédiger à partir de ce que je lui ai dit un plan de tout ce qu'il y a à faire. Donc elle va me dire, il va falloir faire ça, 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 ça. Et après, à la fin, je regarde ce plan et je vais le valider ou non. Donc ça, on va se faire l'exemple. On va se faire l'exemple tout de suite. Si je me le mets là. Ça, plan mode. Hop là. Donc là, on va se rouvrir une conversation, une nouvelle. Non, on va le faire là. Ou non, en fait, on va le faire ici. Donc on va lui dire. On va lui donner. Là, je peux carrément lui donner le lien. Hop là, ici. Dire. Crée-moi. On va faire un truc très très simple. Crée-moi un point MD qui contient la fable de La Fontaine. Voilà. Donc on va faire la différence entre le mode plan et le mode normal. Donc on va le faire en mode normal. Là, je l'ai mis en Accept Edit On. Donc là, il est censé me le faire. Crée-moi un point MD qui contient une fable de La Fontaine. Donc très très simple. Normalement, il est censé juste nous écrire cette fable. Il va en choisir une et il doit nous l'écrire. Donc voilà, on a la fable. On la voit ici. On la voit. Donc le corbeau et le renard. Sur La Fontaine, maître corbeau sur un arbre perché, tenant son bec un fromage. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut. Et maintenant, si je passe en mode plan, donc le plan, je l'ai activé et je lui renvoie exactement la même chose. Donc là, le plan, on voit que du coup, voilà. Là, il m'a écrit un premier plan. Plan, créer un fichier Markdown avec une fable de La Fontaine. Contexte, l'utilisateur souhaite un fichier Markdown dans le dossier plan mode contenant une fable de La Fontaine. Donc là, on est très très précis. Il a reformulé ma demande pour la mettre la plus précise possible. Fichier à créer, le chemin, le contenu, titre formaté, texte en vérification, et il va me demander, ok, est-ce que j'accepte automatiquement les modifications? Est-ce que je veux les approuver à la main? Est-ce que je veux le refaire avec ultra plan sur le web? Et ça, c'est un mode qu'on verra juste après le mode ultra plan. C'est un nouveau plan qui est sorti. Donc on va dire auto accept edit. Et là, à partir de ça, il est censé m'exécuter son plan dans l'ordre, une étape après l'autre. Donc voilà, là c'est exactement la même fable qui me crée du coup, ce qui est normal. Mais du coup, il a gardé son mode plan pour faire la fable. Donc ça, on peut l'imaginer. En fait, dès qu'on a un gros projet à faire, je sais pas, un site web, une app, et ben en fait, c'est beaucoup mieux de le faire avec le mode plan, parce que tout d'abord, il va vraiment avoir une vue globale de la chose. Maintenant, là, je l'ai fait avec Sonnet, j'ai tout fait avec Sonnet, et en fait, il y a une technique qui nous permet d'utiliser Opus pour faire le plan, et Sonnet pour faire tout ce qui est le code, tout ce qui vient après. Donc maintenant, ce mode, on l'appelle comme ça, si je vais taper modèle, et je vais taper Opus plan. Du coup, bam, ça nous marque. On a mis le modèle à Opus 4.6 pour le mode plan, sinon Sonnet 4.6. Et là, en fait, si je me remets en mode plan, voilà, je suis retourné en mode plan, et ben voilà, maintenant, du coup, je peux refaire le mode plan, mais qu'avec Opus, et sinon, tout le reste avec Sonnet. Ça permet d'avoir un texte qui est, enfin, quelque chose qui sera encore mieux écrit, encore plus précis, mais en utilisant moins de tokens. On veut toujours dans le but d'utiliser moins de tokens. Donc maintenant, je ferme ça. Je vais me recréer une session et on va tester ce fameux ultra plan. Qu'est-ce que c'est cet ultra plan? Et on va le faire sur un projet un tout petit peu plus compliqué. L'idée, c'est on va se dire, on va faire une petite page HTML, un petit compteur. Voilà. On se fait un petit compteur. Quand on clique, ça compte. Donc, cette fois-ci, je passe en mode plan. Je vais dire dans. Voilà. Je vais lui redonner le chemin. Dans ce dossier, je veux créer un compteur sur une page HTML avec le logo, voilà, le logo Claude Code. Là, on va le dire la mascotte Claude Code qui saute quand on clique. Allez, assez drôle. On va se dire, on va faire ça assez drôle. Et même si on peut même s'amuser un peu, on peut vouloir s'amuser un peu. Là, si je retourne, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait les skills. On peut voir les skills.
skills anthropique. Et on avait un skill qui nous permettait de récupérer comment ça s'appelle? Voilà, la brand guideline. Si je le prends ici, là, je prends le truc et je vais lui donner. Et là, je vais donner juste le contenu du skill directement. On va pas s'embêter. Je vais dire, voilà la brand guideline. Voilà, hop là. Et là, je lui donne les lignes de code. Et là, normalement, on fait ça en mode plan. Donc, même chose que tout à l'heure. Je ne l'ai pas mis en opus plan, je l'ai mis en mode plan normal. Donc là, il va me... Tac. Je l'ai mis en mode plan normal. Et là, il est censé m'écrire un plan, tout d'abord. Et après, on passera au mode suivant. Donc bien, je comprends le projet. Laissez-moi créer le plan directement. C'est une tâche assez simple et ciblée. Une seule page HTML avec un compteur et une animation. Voilà. Très très simple. On va demander quelque chose d'assez simple juste pour comprendre comment ça fonctionne. Du coup, voilà. Là, on a notre plan. Contexte. Créer une page HTML interactive avec un compteur et la mascotte Cloud qui saute à chaque clic, le design sur les bandes guideline anthropique. Donc page unique, tout en un, HTML, CSS plus JavaScript inline. Ok, on a le brand guideline, ok, tout ce qu'il nous faut, mascotte et mascotte Cloud, emoji stylé ou CSV simple, le logo Sparkle Cloud centré sur la page. Animation CSS jump, etc. Donc plein de choses. En fait, là, maintenant, on va pouvoir refine avec ultra plan. No, refine with ultra plan. Et là, on va ouvrir, du coup, c'est un nouveau mode sur Cloud Code. Hop là. Ah oui, mince, il faut initialiser en repo git. Car le dossier n'est pas un git. Initialiser git dans ce dossier pour débloquer l'ultraplan. Ok, donc on va juste initialiser git. Donc je vais juste créer un nouveau terminal. Mettre juste là. Faire cd plan. On va le mettre git init. Donc là, on a initialisé notre git normalement. Là, si je retourne sur ultraplan, du coup là, on va initialiser git. Donc, en fait, ce mode ultra plan, il est super intéressant parce qu'en fait, il va nous permettre d'exécuter notre plan dans le cloud. Donc, là, par exemple, je vais le faire direct là. Donc, on a Claude qui va ouvrir une session navigateur. Donc, en fait, là, il faut que je connecte le repo Git à un repo Git sur le mode plan. Ok. Exécuter le moment. Ensuite, vous pourrez lancer. Donc, voilà, il faut que j'initialise tout le repo là. Donc là, Ultraplan, c'est bien lancé. On a initialisé le repo Git du coup pour que ça marche. Donc le plan est prêt. En résumé, un fichier unique index dans plan mode avec la mascotte, un compteur qui s'incrémente. J'attends le résultat d'Ultraplan. Dès qu'il sera disponible, je mettrai à jour le plan en conséquence. Du coup, il a lancé l'Ultraplan sur le web, ce qui fait qu'en fait, on n'a plus besoin de s'occuper de ça. La tâche, elle se fait sur le cloud et nous, on peut faire d'autres choses à côté. Et là, du coup, il vient de recevoir le plan. Du coup, le plan d'Ultraplan est prêt pour votre vue. Ouvrez ce lien pour le consulter et l'approuver. Donc, on va regarder ça. Tac. Donc, ok, super. Oui, c'est parce que je suis pas connecté sur mon compte. Je fais ça. Donc, pas maintenant. Donc là, on a le plan qui s'est fait sur le cloud, du coup, de Anthropic. On a le contexte qui s'est écrit, donc créer la page web, fichier à créer. Et du coup, il nous a carrément fait un dessin de la structure de la page, etc., l'implémentation, etc. Donc ça, bien sûr, normalement, l'ultraplan, il est bien pour des projets qui sont beaucoup plus compliqués, parce qu'en fait, il va mettre des sous-agents à bosser sur ce plan, du coup, directement. Donc nous, on va approuver le plan et revenir au terminal. Tac, on fait valider. Du coup, le plan a été téléporté et normalement, il est de retour sur le terminal. Donc le plan a été reçu. Et là, on le démarre ici. Tac. Et à partir de ce ultraplan, il va nous refaire le truc. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est toute récente et qui est assez intéressante. Qui permet vraiment de faire des projets qui sont très complexes. Et on peut carrément faire l'ultraplan en distance pendant que nous, on fait d'autres choses. On peut faire sur l'ultraplan et les implémenter plus tard. Du coup, là, on va autoriser les edits dans la session. L'HTML a été créé et nous, on va s'ouvrir ça directement. Donc là, si je fais ça, open. Ok, donc on a notre petit logo Claude, il est censé être comme ça. Et du coup, qui saute et qui tourne un peu chaque fois qu'on clique dessus, donc c'est assez rigolo. Donc c'est assez simple et on a vraiment repris la police d'écriture anthropique, la couleur de fond d'anthropique, c'est vraiment la vraie couleur du logo de Claude. Donc on a vraiment repris bien d'après notre skill sur le brand guideline. Donc ça sera tout pour l'ultra plan et on passe à la suite pour regarder ce qui nous attend. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'on pouvait faire avec Claude du coup qui est dans le cloud et qui peut interagir avec notre ordinateur,
via Ultraplan, et bien on va pousser le truc un peu plus loin avec la nouveauté du coup qui est Cloud Dispatch. Cloud Dispatch, c'est ici. En fait, ça nous permet de contrôler tout depuis notre téléphone à distance. On va pouvoir... Du coup, votre téléphone est comme un talkie-walkie qui peut communiquer avec l'autre sur votre ordinateur. Travailler avec des applications et des fichiers. On peut envoyer simplement un message à Claude et il travaillera sur des tâches en utilisant votre ordinateur. Et on peut même planifier les tâches, etc. Donc ça, c'est une toute nouveauté, du coup, qui est censée, en fait, qui est le remplacement d'OpenClaw, puisque Claude, Anthropic ont complètement interdit d'utiliser l'abonnement Claude avec OpenClaw, et du coup, ils nous ont fait Dispatch, qui est le même fonctionnement. Donc, je peux scanner avec mon téléphone le QR code, et normalement, je peux connecter mon téléphone directement avec mon ordinateur. On va faire ça de suite et regarder ce que ça nous donne. Donc, si je fais ça, là, je scanne le QR code. Et là, il faut que je télécharge du coup l'application et on est bon. Du coup, maintenant, j'ai juste à donner Claude l'accès à mes fichiers sur mon ordinateur. On peut maintenir l'ordinateur actif, empêcher la mise en veille. Claude est prêt à utiliser Chrome, donc il peut naviguer. Laissez Claude contrôler votre ordinateur. Permet à Claude de cliquer, saisir, ouvrir des applications. Tous les connecteurs et tout sont autorisés. Donc d'accord, là je peux carrément... Bon, on va tout mettre On va tout mettre, tout simplement. Donc là, on va enlever ça juste. Tac, là maintenant, j'ai autorisé l'accès. Et là, maintenant, je suis connecté. Donc avec mon téléphone. Et je vais pouvoir connecter. Autorisation nécessaire. Code. Donc, accepter automatiquement les modifications. Ouvrir les paramètres. Là, si je lui dis par exemple, alors là, du coup, là, je suis sur l'application en ligne. Et là, je peux directement dire, donc le dossier, il était où? On va sur mon crucial. Donc là, on était où, par exemple? Pour l'index HTML, c'est ici. On va modifier, voilà, le code du coup, c'était dans quel dossier? On avait du plan mode, voilà. Dans le code du index HTML dans le dossier plan mode pour rajouter quelques animations. Voilà, on va faire quelques animations à mon jeu et rendre le bonhomme plus rigolo, on va dire. Allez. Donc là, je lui ai envoyé le message et là, normalement, il est censé interagir. Donc là, si je me rouvre Claude, il a bien reçu. Là, on voit que il a bien reçu le message. Et là, si j'ai donné toutes les autorisations, il est censé pouvoir interagir directement. Donc on va regarder ça. Donc bien évidemment, pour utiliser ce mode, il faut que l'ordinateur soit activé, etc. Donc il y a tout ça. Qu'il soit pas éteint, qu'il soit pas en veille, etc. Donc on va voir si ça marche. Donc là, je peux autoriser, du coup, sur mon téléphone. Voilà, je peux l'autoriser. Donc je peux mettre, on va autoriser, voilà. On va autoriser pour cette session. Donc j'avais la demande sur mon téléphone, pas sur mon ordi. Je l'ai lancé une session de code. Elle va lire l'index dans le dossier, puis ajouter des animations et rendre le bonhomme plus rigolo. Tu peux suivre dans l'onglet code. Ok. Donc là, si je vais dans l'onglet code, donc là, pareil, je peux autoriser. Là, c'est censé être là, du coup. Ok. Bon, je sais pas où est-ce que je suis censé voir ça, mais apparemment, c'est en cours. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En fait, ça peut remplacer carrément le montage avant qui était OpenClaw avec WhatsApp, contrôlé par WhatsApp, etc. Et là, on passe directement par Cloud Code par Claude qui interagit directement avec notre ordinateur. Donc, je sais pas où où je suis censé voir le truc. Là, l'index, il est là. Le jeu est toujours le même que tout à l'heure. Je pense qu'il faut attendre un petit temps. On attend un petit temps et je pense que ça sera bon. On l'a vu. Bon, on va voir jusqu'à où je peux cliquer, jusqu'à quand je peux cliquer avant que ça apparaisse. Donc j'ai reçu la notice du code. Là, j'ai dû interrompre ma session de clic. Et on va reprendre tout ça. Bon, je suis arrivé à 1000. J'ai mal au doigt. J'ai pas reçu de notification concernant le fait que ça soit fini. Peut-être que je dois juste refresh la page puisque j'ai autorisé l'écriture. Donc on va rafraîchir. Je vais perdre mon score. Et j'espère que ça sera bon. Sinon, on va attendre, on verra ce qui se passe. Bon, en fait, c'est que c'était fini. Donc, ah oui, c'est assez rigolo. On a les yeux qui bougent en fonction de l'endroit où est la souris. Oh, c'est assez drôle. Ok. On a des combos. Ah oui, ok, il nous a fait un vrai jeu
Ok, il a vraiment gamifié le truc. Ok, c'est vraiment pas mal. Donc ça, on l'a fait directement depuis... attends, il se passe quoi au 100? Ok, 100 combo. Et du coup, si je lâche et je perds le combo, ok. Ok, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa et on a du coup notre bonhomme qui évolue plus on clique sur lui. Donc c'est assez sympa. Et ça, du coup, directement depuis notre téléphone. Donc ça sera tout pour Dispatch. On passe au chapitre suivant. Et maintenant, on va parler d'une nouvelle fonctionnalité que Anthropic a inclus dans Cloud Code qui s'appelle en fait l'auto-dream. Du coup, avant, il y avait le dream, en fait, c'est que entre chaque fois, continuellement, il y a Claude, ici, qui allait rêver et enregistrer plein d'informations dans sa mémoire. Du coup, dans son memory.md. Il allait enregistrer, mais il allait enregistrer au fur et à mesure, justement, pour garder du contexte. Parce qu'en fait, il faut se dire que chaque fois que le contexte grandit, on va venir clean ce contexte, on va pour toujours avoir de la place. Sauf qu'au final, en fait, il faut se dire que dans un projet, eh ben, à chaque fois, on fait des modifications. Donc, on va dire, fais ça, puis pas ça, puis machin. Et au final, le memory.md, juste, il se pollue au fur et à mesure et il se remplit de poubelles, finalement. Donc, en fait, le dream, il se remplit de poubelles. Donc en fait, il y a Entropy qui a créé cette fonctionnalité qui s'appelle l'auto-dream, qui va être un dream mais amélioré. Donc en fait, le but, ça va être de garder de la mémoire entre toutes nos sessions et de nettoyer cette mémoire. Donc elle se découpe en 4 phases, l'auto-dream. Donc on va l'écrire comme ça. On va écrire auto. Voilà, auto. Hop là. Donc elle se découpe en 4 phases, l'autodream. D'abord, on a l'orientation. Il va lire le memory.md, du coup, avec toutes les informations, qui est des poubelles, qui est tout ou n'importe quoi. Et il va aller chercher les signaux dans la mémoire, dans les différentes sessions. Le but, c'est de chercher tous les signaux, en fait, dans tout l'historique de nos sessions qui sont enregistrées. On va aller chercher tous les signaux. On va pas relire la conversation en entier, on va chercher des mots particuliers, comme des ne fais pas ça, non, finalement, change. Enfin, toutes ces expressions qui font qu'on change complètement, on pivote complètement dans la mémoire. Donc, on cherche ces signaux, et du coup, après la collecte, on va venir consolider. Donc, on va venir, par exemple, si dans la mémoire, on avait dit je veux que demain, ça soit fait ça, ça et ça. Déjà, ça, on va le traduire en date réelle. Enfin, on va faire tout ce genre de choses qui fait que la mémoire et les présentes sessions deviennent vraiment des outils pour consolider notre future mémoire. Et à la fin, on va venir élaguer et indexer. Donc, on va mettre en fait à jour notre memory.md à partir de toutes ces données mises à jour et vraiment nettoyées. Et ça, du coup, c'est cette fonctionnalité de l'autodream qui a été mise en secret il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que personne ne s'en est rendu compte, mais Anthropic nous en fait profiter. Et du coup, parallèlement à, à cette fonctionnalité cachée qui a été implémentée, on a aussi l'Advisor Tool qui a été introduit. En fait, l'idée, ça va être de pairer tous nos modèles qu'on utilise avec un modèle plus intelligent qui va fournir des advice stratégiques. En gros, l'idée, c'est toujours d'économiser du token. Donc, l'advisor va lire la conversation entière, produire un plan ou des corrections. Donc, on passe de 400 à 700 text tokens, ok. Et l'exécutor va continuer la tâche. En fait, on reprend l'idée de l'opus plan mode, ou Claude Opus qui va vraiment planifier tout ce que Sonnet va devoir faire, sauf que en fait, maintenant, on va le faire pour juste le fonctionnement global. En fait, c'est que chaque fois qu'on itère, etc., au milieu, on a l'advisor qui va dire, ah non, finalement, c'est pas vraiment ça qu'il faut que tu fasses, change. Et en fait, du coup, on va itérer sur ça. On n'itérera plus juste sur un gros plan avec un fil rouge à suivre. C'est au fur et à mesure, on a l'advisor qui dit, du coup, ça sera Claude Opus à chaque fois, qui va dire à Sonnet, non, il faut que ça tu changes, ça va pas, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a été mis il n'y a pas longtemps et qui est vraiment pas mal à tester et qui peut faire du coup descendre la facture de token et augmenter la qualité de ce qui est généré. Et après, dernière nouveauté du coup de Anthropic, c'est les Manage Agents. Du coup, en gros, c'est qu'on va pouvoir fabriquer des agents directement sur le cloud. Par exemple, là, si je vais là, il y a plein d'exemples d'agents.
on a l'agent de support. Il répond à des questions du customer à partir des docs et de la base de connaissances. Donc, il y a toutes les infos. Et en fait, on va pouvoir le connecter directement à des serveurs MCP, donc, dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on a le serveur Notion, on a des agents, des outils, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est que là, nos agents, ils vont être sur le cloud, directement tout le temps en train de tourner sur le cloud, et ils vont pouvoir interroger nos outils H24. Donc, en fait, on a comme si on avait des employés qui tournaient sur le cloud H24, finalement. Et ça, on peut le faire partout. On peut le faire sur du code, sur de la recherche, par exemple, et les faire tourner 24 heures sur 24. Donc là, moi, je peux pas faire l'exemple parce que j'ai pas mis de crédit sur le Cloud Console, parce que ça utilise la clé API et donc des crédits. Mais je vous invite à tester. Le but, c'est vraiment de pouvoir avoir un agent qui tourne, dès qu'il s'arrête, il est relancé, etc. Niveau pricing, c'est plus cher que la clé API normale, au million de tokens, on va payer le cloud aussi. Donc voilà. Donc maintenant, dernière partie, on va voir deux outils que moi j'utilise personnellement pour alléger ma facture de tokens, on va dire. Alors c'est deux outils vraiment très utiles qui permettent en fait à Claude, ici Claude Code, de vraiment garder tout le contexte de tout notre projet sans perdre en token. Bon, du coup, on va aller voir ces deux outils. Le premier, c'est Graphify. Donc, je sais plus comment on l'écrit. Il est ici, je crois. Non, c'est pas ça. Donc, c'est Graphify. Enfin, quelque chose comme ça. Voilà, c'est lui. Donc, le premier, c'est Graphify, en fait. Ça va être un skill qu'on va pouvoir utiliser sur Code, en fait, qui va permettre de cartographier avec des nœuds tout notre projet. Donc, comme il dit, grâce à ce skill, on va pouvoir, grâce à ça, oui, on va pouvoir utiliser environ 71 fois moins de tokens que d'habitude. Parce qu'il faut vraiment pas oublier que chaque fois, on a Claude qui reparcourt, là si on revient au début, on a Claude qui à chaque fois vraiment va reparcourir tout notre repository. On va aller chercher le petit Claude, il est où? Il est ici. Il va nous parcourir tout le repository pour aller chercher les infos dont il a besoin. Pour vraiment cartographier où il en est, etc. Il va vraiment explorer tout la codebase, tous les dossiers, tous les fichiers. Et nous, absolument pas ça. Nous, on veut qu'il garde en mémoire, en fait, un peu l'architecture. Nous, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Du coup, en fait, l'idée, c'est que cet outil va permettre à Claude de générer un graphe qui va relier tous nos fichiers, les dépendances, etc. pour vraiment le permettre de se repérer à chaque fois. Et chaque fois, il mettra à jour ce fichier, enfin ce graphe. Donc on a cet outil. Et le deuxième, c'est celui-là, qui s'appelle Mulch. Du coup, pareil, le but, c'est de garder le plus de contexte possible. Et en fait, le truc, c'est que les agents, chaque fois qu'on le démarre, il garde zéro, il garde rien en mémoire. À part, du coup, si on a le Claude MD, enfin, le Claude MD, il va juste lui donner le contexte. Et en gros, ici, Mulch, ça va permettre en fait de faire comme si on faisait des sauvegardes de tout ce qui s'est passé à chaque session. Donc en fait, à chaque session, on va sauvegarder, on va dire, ben, ça, faut pas le refaire, ça, faut le faire, ça, faut pas le refaire. Donc en fait, on va rajouter du contexte et dans à chaque fois une sorte de base de données qui va permettre à nos agents ben, de savoir tout ce qu'il y a à faire et à ne pas faire à chaque session, etc. Et donc, en fait, avec ces deux outils, on a Claude qui garde une mémoire entre les sessions. Donc, il garde son cerveau. Et en plus de ça, il sait où se retrouver. C'est comme si on lui avait donné une carte et un cerveau, finalement. Donc là, si je devais le représenter en dessin, voilà, je dirais que Claude, voilà, je lui donne son cerveau et je lui donne une map. Et donc moi, ces outils, du coup, les deux, je les ai configurés sur Cloud Code. Hop là. Et donc, voilà. Les deux, je les ai configurés sur Cloud Code. Et chaque fois que je fais des modifications, que je crée un projet, automatiquement, vu que je l'aurais dit dans mon cloud.md, et bien en fait, il va utiliser ces deux outils. Du coup, là, on a Mulch ici, et on a Graphify. Chaque fois, je n'arrive pas à l'écrire. Je ne sais plus comment on l'écrit. Voilà. Et on a Graphify. Hop là.
Grapify qui nous sert de carte. Bon, ben, du coup, on va faire le test, nous, clairement, sur un projet. Ok, donc on peut le faire là, ça je peux le fermer. On peut rester dans le projet du plan de mode, mais ce serait pas intéressant. On va sortir de ça. On va faire un nouveau dossier et on va l'appeler Mulch Graph. Là, du coup, on va le donner à notre agent. Tac, et on va lui dire. Là, il a pas aimé il a pas du tout aimé ce que j'ai fait. Ah oui, bah du coup, je l'ai ouvert là-dedans. C'est pas forcément ce qu'on voulait. Bon, c'est pas grave. En gros, je me suis juste déplacé. Donc on va lui dire, utilise, ouais, voilà. Je veux montrer l'utilité de Mulch et Graphify. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Et Graphify fait un projet avec plein de fichiers un peu vides et plein d'itérations qui me permettent de comprendre l'intérêt. Voilà. Et là, normalement, il va parcourir tout ça, sachant que il a accès à Graphify et à Mulch dans sa boîte à outils. Elle est disponible, je vais construire un projet de démonstration réaliste, un mini-système de gestion de tâches avec plusieurs itérations qui justifient naturellement l'usage de Mulch et Graphify. Structure initiale, plusieurs fichiers, plusieurs domaines, bug découvert, alors je voulais lire, bug découvert, décision prise, enregistrement Mulch, itération 3, refactory, nouvelle convention, Mulch capture, Graphify afin pour réaliser la connaissance accumulée. Allez, donc il crée un point Cloud, du coup ça c'est pour les settings, et il crée un point Mulch, du coup pour enregistrer l'expertise, etc. Donc il crée un projet, un gestionnaire de tâches collaboratif avec plusieurs domaines bien distincts. Donc il va écrire le code et nous, après, à la fin, on va voir les différentes itérations, on verra le graphique, etc. Pour comprendre le projet et on comprendra comment ça permet à Cloud Code de sauver 71 fois moins de tokens que normalement. Donc on a fini de générer le plan. Donc on a le graphe complet qui a été généré, donc la sortie. On a nos nœuds principaux avec les edges, etc. Et après on a tout ce qui est Mulch. Du coup, Mulch, sans lui, les trois itérations se ressembleraient. Avec lui, dans une nouvelle session, tu peux faire ML Prime et savoir immédiatement le bug email doublon et sa résolution. Pourquoi le notifier est encore sync, d'être accepté consciemment. Pourquoi priority que a remplacé Harry sort, décision perf motivée. Du coup, vraiment, on peut vraiment savoir l'évolution des décisions. Donc, nous, pour voir le rapport, le report, on va faire ouvrir. Là, je vais faire open et on va s'ouvrir le graphe HTML. Du coup, voilà, là, on a notre exemple du coup du graphe, de comment est réalisé notre code. Attends, si je me l'ouvre là, tac, on a quoi? On a les sources, KDB, notification. Donc on a toutes nos sources. Et là, en fait, on va vraiment avoir la connexion entre nos différentes sources et les fonctions. Et en fait, ça va vraiment permettre à Claude, du coup, de savoir exactement comment est composé notre code, en fait, directement. Et donc connaître les dépendances entre chacun des fichiers. Donc cet outil il est vraiment, vraiment très bien pour... Enfin, ces deux outils sont vraiment très bien pour vraiment bien documenter et économiser en tokens et vraiment avoir une nappe encore mieux qu'elle ne l'aurait été. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu veux approfondir tout ça, tu peux rejoindre ma communauté Builderspace. Builderspace, c'est un endroit que j'ai construit où tous les builders, tous ceux qui veulent apprendre à propos des nouvelles technologies de l'IA peuvent se rejoindre et poser leurs questions. Donc n'hésite pas à poser tes questions sur mon espace. Et d'ailleurs, j'y publie tous les jours des nouveaux guides, des nouveautés sur l'IA. Donc si tu veux rester au courant, rejoins, ça ne te coûte rien. Donc n'hésite pas à t'abonner pour rester au courant de toutes les vidéos que je sorte sur les nouveautés IA. Et mets un like, ça m'aide à produire de nouvelles vidéos. A plus. Ciao.